Salutations tête de naze, je suis le chef. Le 16 juin sort le tome 3 de la version papier de mon webtoon Arena sur lequel j'officie en tant que scénariste avec la dessinatrice Clarity au dessin. Oui, disponible en librairie, lien dans la description. Et je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour reparler un petit peu du tome 1 d'Arena et tout particulièrement du prologue qui s'étend du chapitre 1 au chapitre 8. Prologue qui, à l'époque, avait fait couler pas mal d'encre virtuelle sur le réseau du démon appelé Twitter, notamment lors de sa première publication sur l'application Webtoon Factory. Pour quelle raison me direz-vous? Eh bien tout simplement pour cette réplique du personnage principal, Gabriel. Suis-je un fou au milieu des sages ou un sage au milieu des fous? Beaucoup de gens qui ne m'aiment pas se sont saisis de cette phrase et l'ont même pas remise dans le contexte de l'histoire ou quoi que ce soit pour dire que pour attaquer ma série et pour m'attaquer moi à travers elle. Non mais je dis ça parce que 95% des rageux n'ont lu que cette case sans remise en contexte ou quoi que ce soit. Je trouve pas ça très fair-play. Évidemment, c'est pas parce que t'aimes pas mon webtoon que t'es forcément un rageux, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que, bon, on fait l'effort d'aller un petit peu plus loin et de remettre le truc dans son contexte. Je demande juste du fair-play, en fait. Oui. Puis il faut être honnête 2 minutes, hein, tu le sais que je sais que je sais. Ça avait été écrit par un japonais ou par un coréen, personne n'aurait rien trouvé à dire à cette phrase. Oui. Bref, nous ne sommes pas là pour lâcher du sel. Le but de cette vidéo va être d'expliquer un petit peu cette réplique et d'expliquer un peu plus en détail le prologue d'Arena. Donc il s'agit moins de répondre aux haters que d'expliquer un petit peu mes intentions et mon processus créatif derrière. Cette vidéo, ça va être un petit peu le bonus DVD commentaire du réalisateur, mais pour un webtoon. Qui fait ça en vrai? Absolument personne, je suis le premier au monde. Oui. Donc, je vais légèrement spoiler. Oui. Alors tout d'abord, Arena, c'est quoi l'histoire? Un jour, une classe de lycéens se fait enlever par une entité étrange et se retrouve prisonnier dans un monde peuplé de milliers d'aliens dans lequel ils sont obligés de combattre dans une arène dans l'espoir de racheter leur liberté. Parmi eux, Gabriel, un jeune homme a priori timide et réservé. C'est en réalité un psychopathe qui s'efforce de refouler ses pulsions pour s'intégrer à la société. Dans ce nouveau contexte, osera-t-il révéler sa vraie nature à ses camarades? Mais du coup c'est un isekai alors que t'as dit que t'aimais pas les isekai, wesh. Hypocrite va. Alors déjà, les personnages ne sont ni invoqués ni réincarnés dans un nouveau monde, à moins que se faire enlever par des extraterrestres, ça compte. Ensuite, je n'ai jamais explicitement dit que j'avais un problème avec le concept même d'isekai. J'ai dit que j'avais un problème avec ce qu'on racontait avec ce même concept. Nuance. De toute façon, t'es gros. Ouais, je suis peut-être gros, mais j'ai fait un webtoon. Ouais, je le monte tout le temps, ouais. Tu veux toucher? La couverture est soyeuse. Ah. Bref, ça c'était pour le pitch de départ, mais qu'est-ce que ça raconte? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'un des thèmes centraux d'Arena, c'est cette question. Est-ce que c'est la société qui définit notre moralité et notre personnalité, ou bien est-ce qu'on s'adapte à la société? Si la société était différente, est-ce que nous-mêmes on serait différents? Est-ce que notre personnalité serait différente? Je résume très grossièrement, mais a priori t'as compris où je voulais en venir. Oui. D'où l'intérêt d'avoir un cast de personnages qui sont de prime abord très stéréotypés. Nous avons le gentil geek enrobé, la petite meuf kawaii, la meuf bonne de la classe, le caïd et ses sbires, l'intello et le héros un peu taciturne que tout le monde ignore ou presque. Parce que maintenant que nous avons ce petit échantillon représentatif, on va pouvoir les mettre à l'épreuve en les propulsant violemment dans un autre monde, une autre société avec des codes radicalement différents. Le but va être de voir si dans cet autre contexte très extrême, ils vont continuer à coller à leurs stéréotypes. Et au milieu de tout ça, nous avons le héros Gabriel. C'est lui là. J'aurais pu en faire un éternel loser, snobé et sous-estimé par tous, qui face au danger se serait révélé très courageux, avec une détermination à toute épreuve et un leadership incroyable. Et surtout, animé par l'espoir. Un héros bien shonen en somme. Mais ça ne collait pas forcément avec les thèmes que je voulais aborder. En revanche, en faire un psychopathe entre guillemets, en faire un personnage dangereux qui se dissimule depuis le départ, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors, quand je définis le personnage de Gabriel comme étant psychopathe, évidemment, c'est un gros raccourci. Alors, je me suis pas mal renseigné sur tout ce qui touchait à la psychopathie avant d'écrire le personnage, et je me suis rendu compte qu'un psychopathe, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins glamour que dans la fiction. Donc, à proprement parler, c'est pas vraiment un vrai psychopathe au sens médical du terme. D'ailleurs, si on s'intéresserait vraiment au côté médical, le personnage serait plus sociopathe que psychopathe. Or, c'est pas très éloigné, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Cependant, il y a un point sur les psychopathes que je trouve très intéressant, c'est leur quasi-absence d'empathie.
L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. En gros, par exemple, t'es triste, eh ben ça me rend triste aussi, par empathie. Voilà. En articulant l'histoire autour d'un personnage dénué d'empathie, ça permet d'apporter un regard presque neutre sur les événements et sur les personnages, et aussi sur leur interaction entre eux. On va y revenir. Gabriel passe la majeure partie de sa vie à cacher sa personnalité et ses pulsions au monde qui l'entoure, parce qu'il sait très bien que si c'était révélé au grand jour, il passerait pour une menace, pour un danger, qui serait très certainement enfermé, voire tué, et du coup pour sa qualité de vie, bah c'est pas ouf, du coup il se cache, logique. En partant de ça, j'ai décidé d'entreprendre de me renseigner sur ce que disait la philosophie sur la folie et sur les fous en général. Et de ce que j'ai compris, dans la philosophie, la folie ne désigne pas forcément un problème mental ou une maladie mentale, mais plus une déviance de comportement qui ne correspondrait pas au canon en vigueur. Voilà. La folie correspond à des conduites déraisonnables, absurdes, outrancières ou qui disconviennent à l'ordre social. Elle est généralement associée à une peur et un rejet, mais aussi parfois valorisée comme si elle dévoilait une profondeur cachée de l'homme, une sagesse supérieure. La figure du fou peut être incarnée par tout individu qui ne rentre pas dans les standards de la société dans laquelle il évolue. Dans le cas de Gabriel, le terme fou prend un peu un double sens, qu'il est à la fois fou un peu niveau pathologique, mais il est aussi à la fois fou parce qu'il est en dehors des normes. Et on oppose très souvent la figure du fou à celle du sage. Le sage serait, contrairement au fou, un individu en totale phase, en totale harmonie avec les normes de la société. Il les comprend, il les maîtrise et parfois même il les dicte, car contrairement au fou, il est respecté et écouté. Encore une fois, le concept est plus compliqué que ça dans la réalité, mais je fais simple. Là où le sage est célébré, le fou est honni et méprisé. Ce sont deux concepts complémentaires. Pour être accepté dans la société, il vaut mieux passer pour un sage que pour un fou, et c'est exactement ce que Gabriel a essayé de faire presque toute sa vie. Mais la tâche est très compliquée pour lui parce que justement, il n'a pas d'empathie, et de ce fait a énormément de mal à saisir les codes sociaux qui lui permettraient de s'intégrer. Exemple. Dans le chapitre 2, Gabriel assiste à une embrouille entre Kevin, le caïd de la classe, et Cédric, l'intello/élève modèle. Kevin menace d'autres élèves de violence s'il ne daigne pas foutre le camp du fond du bus pour que Kevin et ses potes s'y installent. Là, Cédric, en bon élève modèle et délégué de classe, tente de s'interposer. Voici comment Gabriel analyse la scène. Quelle scène étrange. Toute cette agitation pour de simples places? Non, c'est autre chose. Kevin veut montrer sa supériorité physique, sa domination au groupe, même pour une simple place. Cédric, il assiste à ce genre de comportement tous les jours sans jamais intervenir. Alors pourquoi aujourd'hui? Est-il vraiment soucieux de ses camarades ou bien est-ce qu'il veut nous faire croire que c'est le cas? Je ne saisis vraiment pas l'intérêt de tout ceci. Il comprend ce qu'il se passe de manière factuelle mais il n'en comprend pas l'intérêt. Pourquoi Kevin a besoin d'écraser tout le monde? Pourquoi Cédric veut passer pour un mec bien soucieux de ses camarades? Il ne comprend pas pleinement les codes sociétaux et les interactions qui l'entourent, il les trouve même absurdes. D'où la phrase « Suis-je un fou au milieu des sages ou un sage au milieu des fous ?» Kevin et Cédric d'une certaine manière se conduisent en accord avec la société. Ce sont a priori des sages, alors que Gabriel, de par ses penchants, est considéré comme fou. Pour Gabriel, c'est le comportement de Kevin et Cédric qui est fou. Bon, normalement, quelqu'un qui lit ça sans a priori, il le comprend parfaitement. La réplique de Gabriel n'est que la première partie de sa réflexion. À la fin du prologue, il pense avoir trouvé une réponse à ses questions. Et pour expliquer cette scène, je vais sortir une citation qui a inspiré directement cette réplique. Cette question n'a aucun intérêt. Tout ceci n'a aucun sens. Il n'y a ni fou ni sage. Il n'y a que nous. Il n'y a que moi. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Erasme, éloge de la folie. Gabriel, au moment où il frôle la mort, se rend compte que les normes auxquelles il essayait de correspondre et qui le réfrénaient jusqu'ici n'ont absolument plus aucun sens dans ce nouveau monde. S'il existe plusieurs mondes avec chacun ses normes, alors dans un sens, les normes n'ont plus vraiment d'importance du tout, et ce qui reste finalement, ce sont les individus. Il n'a donc a priori plus aucune raison de se soucier des normes, et peut être qui il est réellement. Cette réalisation lui procure un sentiment de liberté tel qu'il parvient à se dépasser et à terrasser son adversaire.
Bon, est-ce que toute la problématique du personnage est résolue pour autant? Évidemment que non, sinon l'histoire pourrait s'arrêter là. Là, c'est plus pour déclarer les intentions de l'histoire. Ok, les normes sont plus là, maintenant qui sont les personnages? Et c'est ce que je m'efforce d'explorer dans les chapitres suivants. Et si vous voulez découvrir ça, je vous invite très fortement à lire Arena, que ce soit en version webtoon ou en version papier. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je parle un peu de mon processus créatif sur d'autres sujets qu'il y a dans le webtoon, eh ben, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'en parler. Par exemple, faire une vidéo de pourquoi j'ai choisi de mettre l'histoire dans un contexte d'une arène, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi en commentaire. Que la passion vous guide. Oui.